Monsieur le Premier ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, merci d'être avec nous sur le plateau d'Objectif Monde. Alors, vous êtes le président aujourd'hui aussi de l'ONG Leader pour la paix. Vous êtes également un passionné du continent asiatique. Il y a 10 mois, on redoutait une guerre, un conflit armé sur cette péninsule. Aujourd'hui, une rencontre est prévue entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ce rapprochement diplomatique, il est rapide. C'est une surprise pour vous? Ah, c'est une grande surprise. C'est même la seule bonne nouvelle en politique internationale. Toutes les nouvelles que nous avons sont plutôt préoccupantes. Là, nous avons, à l'occasion des Jeux Olympiques, ce qu'on appelait du temps d'Athènes la trêve olympique. C'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est cette rencontre des deux Corées. Et puis, à la fois, la rencontre avec les Chinois et la rencontre avec les Américains. Donc, est-ce que tout ceci est crédible et durable? Ça, c'est très difficile, il faut être prudent. Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas considérer le leader coréen comme un fou. En politique, quand vous commencez à considérer les partenaires ou les adversaires comme des fous, vous commencez à vous tromper. Là, ça fait 3 générations que le régime essaie de se protéger. Il essaie de se protéger pour sa famille, pour son système politique, pour ses moyens financiers. Et donc, il cherche à rester ce qu'il est tout en essayant de pouvoir survivre. Il a compris que les dictateurs qui s'appellent Saddam Hussein ou Kadhafi avec l'Occident avaient un destin plutôt sombre, donc il a voulu se protéger avec l'arme nucléaire. Donc sans doute que dans cette négociation, quelqu'un, les États-Unis, voire la Chine, ont promis au leader coréen de pouvoir lui protéger sa souveraineté. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça, parce qu'il n'abandonnera pas sa souveraineté comme ça. Mais s'il peut abandonner sa souveraineté, parce qu'on lui garantit sa sécurité, sans armes nucléaires, c'est un grand progrès. C'est une d'autant plus grande surprise que c'est finalement Donald Trump, le président américain, qui est plutôt imprévisible, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a obtenu finalement des résultats. En tout cas, une partie de ce réchauffement est à mettre à son actif, selon vous? Ça, je suis assez sceptique là-dessus. Peut-être, il faudra attendre, l'histoire nous le dira, parce qu'en politique étrangère, il y a tout ce qu'est les cubes et puis il y a ce qu'est le fond. Je pense que c'est plutôt la Chine qui a décidé de protéger la Corée du Nord pour son avenir. Et que ce qui concerne d'abord les Coréens du Nord, en tout cas leurs dirigeants, c'est la protection de l'avenir et d'éviter la fusion des deux Corées, c'est-à-dire les Américains présents sur la frontière entre la Chine et la Corée. Donc je pense que les Chinois ont pris des engagements, ou en tout cas des négociations sont engagées pour essayer de protéger l'avenir de la Corée du Nord. Je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose comme ça, qu'il soit engagé. Je n'ai aucune information, ce n'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose que je pronostique. Subodoré. Voilà. Et donc, je pense que la position de la Chine, quand je vois que le Coréen du Nord est allé en Chine et que les négociations se sont engagées, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Jean-Pierre Raffarin, vous qui allez souvent en Chine, vous y étiez encore le mois dernier, quel rôle a joué la Chine dans ce rapprochement diplomatique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? On imagine bien sûr qu'elle a approuvé, parce que sinon ça n'aurait pas pu se faire. Je pense qu'elle a approuvé. C'est très difficile, je ne le sais pas, parce que tout ceci est très complexe. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la protection de leur système durablement. Qu'est-ce que ne veut pas la Chine? La Chine ne veut pas que les Américains, via les Corées, puissent être à sa frontière, puisque la Corée du Nord, on le voit sur la carte, a une frontière importante avec la Chine. Donc, que les Chinois s'engagent plus ou moins à protéger l'espace de la Corée du Nord, ce ne serait pas étonnant, ni pour les uns, ni pour les autres. Donc qu'il y ait une ouverture de la Corée du Nord, qu'il y ait entre les deux Corées plus de proximité, qu'il y ait un marché qui soit plus ouvert. Mais en fait, ce qui compte pour les Chinois, je pense, c'est que la Corée du Nord ne soit pas sous influence excessive américaine. Donc qu'il y ait eu des discussions, ça ne m'étonnerait pas, mais je n'ai pas d'informations spécifiques. Une dernière question, Olivier Arbormas. Comment les Sud-Coréens appréhendent, comment ils parlent de la Corée du Nord? C'est particulier, ça, parce qu'il y a d'abord une scission générationnelle. Les plus vieux ont un attachement plus grand nécessairement à la Corée du Nord parce que peut-être ont-ils de la famille de l'autre côté de la frontière ou à tout le moins des souvenirs plus frais de ce qu'était une Corée unifiée ou quelqu'un qui leur en a parlé plus directement. Alors que les plus jeunes, eux, ont un attachement moins important envers la Corée du Nord, assurément.
Ceci dit, il y avait dans le discours des Sud-Coréens, quand on leur a parlé durant les Jeux olympiques, à la fois un attachement qui ressemblait plus à un attachement symbolique envers la Corée du Nord, mais d'une certaine façon, on sentait aussi que ça ne faisait pas partie de leur priorité que de rétablir de bonnes relations avec la Corée du Nord, étant donné que ça fait tellement longtemps que les deux pays sont divisés. Comment Kim Jong-un est perçu en Chine? C'est un interlocuteur facile pour les Chinois? Plus facile que son père? Non, les Chinois ont été très irrités par toutes les initiatives du leader coréen, notamment quand il lance des missiles pendant que Xi Jinping reçoit les BRICS dans des événements de promotion de la Chine très importants. Donc il y a une forte irritation. Mais globalement, la question fondamentale, c'est de savoir si la frontière entre la Corée et la Chine sera protégée pour les Chinois d'une influence trop forte des Américains. Donc j'allais vous poser la question, faut-il encore avoir peur de la Corée du Nord? Non? Il faut faire très attention parce que dans les systèmes de provocation, les accidents de l'histoire arrivent. On a vu des guerres engagées par des erreurs ou par, au fond, un certain nombre d'imprévus de l'histoire. Donc faisons quand même très attention. Au total, je dirais que ce qui s'est passé à l'occasion des Jeux Olympiques, des deux Corées qui se rapprochent, de la rencontre avec Trump, de la rencontre avec le leader coréen qui va en Chine, je pense que c'est la seule bonne nouvelle que nous avons eue. Et Trump, qui est imprévisible et qui nous a fait 3 décisions unilatérales qui sont inacceptables pour nous, les accords de Paris dont il sort, l'accord sur l'Iran dont il sort, le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, 3 décisions unilatérales font que nous devons rester prudents sur ce monde imprévisible. Vous savez, en Chine, on dit, en chinois, je vais vous le dire en anglais parce qu'ils le disent aussi en anglais, « A good friend is a man who is predictable ». Et en fait, M. Trump n'est pas predictable. Et donc, quelqu'un qui n'est pas prévisible est dangereux. Nicolas Willems, merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'Objectif Monde. Alors, vous étiez en Corée du Sud en janvier, avant les Jeux Olympiques, pour la RTBF, la radio-télévision publique belge. Comment, en Corée du Sud, on perçoit ce rapprochement avec la Corée du Nord? Tout le monde applaudit-il des deux mains? Globalement, une grande majorité de la population soutient ce qui se passe et surtout un apaisement après les mois qui ont été très compliqués parce que, souvenez-vous, il y a un an, on était dans des essais nucléaires, on était dans une escalade verbale entre Trump et Kim. Et donc, globalement, la population sent ça comme un soulagement. Alors, il y a aussi une partie de la population plutôt proche des nationalistes, proche de l'extrême droite, qui continue à manifester tous les samedis dans les rues de Séoul, des manifestations aussi à proximité de la DMZ. Donc voilà, il y a une frange qui est totalement opposée. Mais globalement, c'est un apaisement. Maintenant, il y a aussi un oui mais, c'est-à-dire que veut réellement Kim Jong-un? Les Belges giscardiens. Exactement. et donc de savoir quel est réellement l'objectif de Kim Jong-un. Alors on l'a bien dit, on sait que toute cette défense nucléaire, c'est une assurance-vie pour le régime nord-coréen. On sait très bien que le régime a des soucis économiques. Donc voilà, il y a une volonté naturellement d'apaisement, de tendre, disons, des tensions. Et aussi peut-être une perspective qui semble peut-être la plus réalisable, c'est de réunir des familles. Ça, c'est peut-être quelque chose de concret qui peut se faire facilement. Les Sud-Coréens, ils ont vraiment redouté à un moment qu'il y ait un conflit armé. Lorsque vous y étiez, vous avez ressenti ça? Alors ça m'a vraiment surpris parce que nous, on avait notre vision d'occidentaux où on imaginait une population vivant dans la peur. On a diffusé ici des images notamment de blogueurs sud-coréens qui expliquent les premiers gestes en cas d'attaque nucléaire. En fait, globalement, la population est assez sereine par rapport à ça. Et certains Sud-Coréens me disaient, mais vous savez, c'est un peu comme l'air qu'on respire. On est né dans cette menace, on est né avec ce voisin menaçant. Et ce qui est aussi assez amusant, c'est cette différence, ce fossé générationnel entre voilà, une jeune génération qui a d'autres problèmes. Depuis la crise de 2008, les jeunes s'inquiètent pour le chômage, pour l'emploi, pour aussi une autre vie, parce que les Sud-Coréens travaillent beaucoup, ce sont les plus grands travailleurs de l'OCDE, et donc du monde même du monde moderne. Et donc c'est certain que cet apaisement est bien vu, mais il y a d'autres priorités aussi. Au-delà du rapprochement, imaginons que la rencontre entre Trump et Kim Jong-un se passe bien. On peut imaginer un jour une réunification des deux Corées. Je ne sais pas, on peut imaginer un scénario comme le mur de Berlin. Jean-Pierre Raffarin, vous y croyez? Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Nicolas sur la psychologie, notamment des plus jeunes. Au fond, il est possible qu'il y ait
des progrès sur un marché unique ou sur des ouvertures d'un pays à l'autre, des échanges renforcés. Mais ça m'étonnerait que les Chinois acceptent d'avoir globalement les Corées réunifiées à leurs propres frontières. Donc je pense qu'on aura pendant encore un certain temps deux États qui coopéreront différemment, qui auront une attitude pacifique et qui auront une volonté de coordination, mais qui resteront quand même indépendants. Disons quand même que ces pays ont été très marqués par la guerre, parce qu'il y a eu le Nord, mais il y a eu le Japon aussi. Et donc, au fond, ils ont le sentiment quand même d'avoir un univers très hostile. Alors, si on peut leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la paix, à la fois un accord entre le Nord et le Sud, un accord avec le Japon, un accord avec la Chine, qui leur permettent de faire leur développement dans la paix, je pense que ça devrait les séduire. C'est une réunification aussi, ça semble de plus en plus compliqué. Déjà, quand on voit la difficulté qu'on a eue à réunifier l'Allemagne, même si c'est une réussite, il y avait un niveau déjà des grandes différences économiques. Du côté coréen, les différences sont immenses. Et donc, rien que sur ce plan-là, c'est extrêmement difficile. Et là aussi, les générations sont très différentes. Il y a finalement des idéalistes qui se disent qu'un jour, il y a peut-être moyen de réunir les deux Corées. Et surtout, les anciens qui ont encore de la famille en Corée du Nord, toutes ces familles séparées, voilà, c'est une problématique très, très importante. Les jeunes ne sont pas forcément favorables à une réunification. Oui, ils veulent la paix, ils veulent peut-être une possibilité de pouvoir voyager dans le Nord, une possibilité peut-être aussi de désenclaver la Corée du Sud, parce qu'avec cette frontière, ce 38e parallèle, finalement, c'est une île. Tout passe par bateau, tout passe par avion. Donc ça, c'est aussi important. Maintenant, voilà, la réunification n'est pas forcément une priorité. Et puis, il y a aussi, malgré tout, une certaine inquiétude par rapport au fait que ce n'est pas la première rencontre intercoréenne, c'est la troisième. Et les relations entre les deux Corées ont toujours eu des moments de chaud et de froid. Des hauts et des bas. Et donc, nous en parlerons effectivement un petit peu plus tard dans cette émission. Voilà, merci. Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Merci de nous avoir apporté votre expertise. Et bonne chance, bon vent, comme on dit, avec votre ONG Leader pour la paix. Merci beaucoup et je suis très heureux de voir aussi bien nos amis canadiens que nos amis belges, que de frotter un peu nos cervelles tous ensemble sur ces analyses-là qui sont très compliquées et c'est très utile d'avoir cette plateforme de communication. Je vous en remercie. Nous vous remercions aussi d'être venus sur le plateau d'Objectif Monde.